Les avions de chasse militaires. Ce sont des appareils volants devenus une classe à part entière dans les armées modernes, destinés à frapper des cibles mouvantes, que ce soit dans le ciel ou au sol. Le tout avec une vitesse de propulsion dans les cieux sans égale par rapport à l'époque dernière. Mais ces appareils, d'où viennent-ils ? Comment ont-ils émergé ? Eh bien, il faut remonter à partir de la Seconde Guerre mondiale, où les Allemands ont commencé à développer les premiers modèles, avec pour objectif de neutraliser les bombardiers alliés qui larguaient leurs marchandises explosifs en plein sur les villes allemandes. Les Britanniques développeront eux aussi leurs propres avions à propulsion, qui seront destinés cette fois à abattre les missiles qui étaient envoyés par l'Allemagne sur les villes anglaises. Face au succès grandissant de ces appareils, les États vont être incités à développer leurs propres avions, qu'il s'agisse de la France, mais surtout des États-Unis et de l'URSS. Certains de ces modèles d'avions auront des impacts décisifs sur le champ de bataille dans notre époque contemporaine, mais d'autres auront également des impacts décisifs dans les relations internationales, en dehors des champs de bataille. Et s'il y a un exemple d'avion à citer qui a impacté les relations internationales, il s'agit du chasseur américain F-14, un avion développé spécialement pour la marine américaine afin d'intercepter les chasseurs qui menaceraient les bâtiments en guerre situés en haute mer, notamment les porte-avions, avec les suites de la guerre au Vietnam. De nombreux amateurs d'avions de chasse diront que le F-14 a été l'un des meilleurs modèles d'avions chasseurs jamais créés dans l'histoire, tant par sa configuration que par ses caractéristiques techniques. D'ailleurs, le célèbre acteur Tom Cruise aura l'occasion de mettre la main sur cet appareil, par 2 fois, dans le célèbre film Top Gun. Pourtant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cet avion de chasse, le F-14, a bien failli ne jamais voir le jour, sans la modeste contribution financière venant d'un État inattendu par les États-Unis, l'Iran. On peut s'étonner que l'Iran, étant considéré comme un ennemi par les États-Unis, allait recevoir de ce même pays un avion avec de nombreuses technologies de pointe, que certains pays occidentaux avancés n'avaient pas entre leurs mains. Eh bien, il faut dire que les choses s'étaient passées de manière un peu plus différente par rapport à notre époque. L'Iran et les États-Unis avaient de très bonnes relations, et même au-delà. Et pour bien comprendre, il faut faire un peu d'histoire. Il faut remonter au 19e siècle et au début du 20e siècle, où l'Iran, autrefois dénommé la Perse, était entouré par ses frontières de puissances étrangères, que ce soit l'Empire ottoman à l'ouest, la Russie au nord et l'Empire britannique à l'est et au sud avec ses colonies. Et lorsqu'un bout de terrain s'est cerné par plusieurs propriétaires qui souhaitent s'accaparer une part, que se passe-t-il ? Une dispute, ou plus exactement, un grand jeu, comme le disent les Russes et les Britanniques. Les Ottomans ayant été mis sur le banc de touche en raison de leur situation économique et politique interne qui n'était pas très agréable, les Russes et les Britanniques vont se partager des zones d'influence sur le territoire perse, au nord par les Russes, après avoir grignoté quelques territoires au nord du pays, et par les Britanniques au sud, près du Golfe, afin d'exploiter les ressources pétrolières. Les Russes et les Britanniques vont utiliser l'Iran comme un plateau de jeu et y apposer leurs pions pour les jouer chacun leur tour. Ces pays avaient à disposition une armée perse sur le territoire iranien, qui était encadrée par leurs officiers nationaux, à tel point qu'on pouvait considérer que ces États disposaient des propres pions sur le plateau de jeu iranien. Bien souvent à l'encontre des Iraniens même, qui souhaitaient avant tout défendre leur indépendance. Pendant la Première Guerre mondiale, 2 armées perses avaient été littéralement encadrées par des officiers russes et britanniques, jusqu'à l'avènement de l'URSS en 1917, où l'armée perse, encadrée par les Russes, sera démantelée. Les Britanniques en feront de même avec leur propre armée, qui quitteront le territoire sans pour autant laisser la mainmise du pétrole iranien au sud, qui faisait tourner les navires et l'industrie britannique à plein escient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Iran était en phase de reconstituer son armée, mais des troupes russes et britanniques sont venues littéralement occuper le territoire iranien afin d'exploiter les voies de communication du pays, afin d'aider l'URSS contre l'Allemagne nazie. L'ancien Premier ministre britannique, Winston Churchill, dira que l'Iran a constitué le pont de la victoire pour les Alliés, grâce notamment à son corridor qui a permis d'acheminer le matériel à destination des Soviétiques, notamment celles qui combattaient à Stalingrad. Donc tout ça pour dire que l'Iran a eu du mal à avoir son indépendance, notamment au niveau militaire, car il a fallu reconstituer son armée qui, après avoir été démantelée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, devait être rééquipée et réentraînée, notamment par les Américains. Les États-Unis avaient pour objectif de faire de l'Iran une puissance régionale à part entière, afin notamment de défendre sa frontière nord contre les incursions de l'URSS, devenue l'ennemi numéro 1 des États-Unis et du bloc capitaliste. En effet, l'Iran avait comme particularité de partager des frontières communes avec l'URSS, que ce soit sur le plan terrestre, maritime ou aérien, car les soviétiques, soucieux de défendre eux-mêmes leurs frontières, ont envoyé des avions furtifs survoler le territoire iranien. Or, rappelez-vous, l'Iran ayant un très mauvais souvenir des ingérences étrangères, le Shah voulait à tout prix se débarrasser de ces mouches volantes rouges sur son territoire afin d'éviter toute nuisance à la sécurité nationale. C'est ainsi que le Shah d'Iran,
où l'empereur va utiliser l'argent de la rente pétrolière pour rééquiper son armée en la dotant des meilleurs équipements et des meilleurs entraînements fournis par les États-Unis. Et pour se débarrasser de ces mouches rouges volantes, les États-Unis avaient une solution: fournir un avion chasseur dernière génération, capable d'une autonomie de vol plus importante et surtout doté d'un radar ultra perfectionné, capable de localiser et neutraliser ces mouches sur une longue distance. Mais il y avait un petit détail à régler du côté des États-Unis. Un détail d'ordre budgétaire. En effet, nous sommes dans les années 70. Les États-Unis venaient tout juste de sortir de la guerre du Vietnam et les pays arabes ont commencé à appliquer des hausses de tarifs sur les exportations pétrolières, ce qui a engendré des difficultés budgétaires compte tenu de l'inflation. L'Iran, pourtant membre des pays exportateurs de pétrole, n'appliquera pas cette politique décidée par les pays arabes et continuera de vendre son pétrole à un prix bien inférieur par rapport à ses confrères. Les compagnies pétrolières profiteront de cette manne et viendront considérablement enrichir les caisses de l'Iran, permettant au Shah d'appliquer ses politiques économiques et de réarmement. Tout ça commence à devenir intéressant pour l'Iran, qui voit ses caisses remplir grâce à la manne financière, et de l'autre côté, les États-Unis qui sont en disette budgétaire. Cette disette se fait ressentir dans les programmes de recherche et de développement. Le budget de l'armée commence à être sérieusement amputé, compte tenu de l'inflation, et c'est à partir de ce moment que le Shah va décider de prendre son téléphone et de contacter son ami Nixon, président des États-Unis, afin de convenir d'un contrat argent contre armement. C'est ainsi que l'Iran va mettre la main à la poche pour compléter le budget des États-Unis, moyennant l'obtention d'appareils de pointe militaires de la part des États-Unis même. Tout ceci arrive dans le contexte de la guerre froide, avec un Iran qui commence réellement à devenir une puissance militaire à part entière dans la région. Déjà dans les années 70, les Iraniens interviennent pour la prise d'îles stratégiques dans le golfe Persique. À l'aube de l'indépendance des Émirats arabes unis, ils interviennent militairement pour soutenir le sultanat d'Oman contre les rebelles communistes soutenus par le Sud Yémen. Le tout pour gagner sur le plan militaire une expérience de terrain, mais aussi une expérience des airs pour les pilotes iraniens actuellement en plein entraînement aux États-Unis. Certains ont intégré l'école Top Gun, en charge par la marine américaine, qui devait recevoir également les F-14. Et cet entraînement s'avérera déterminant plus tard dans les années 80, lorsque l'Irak initiera l'invasion de l'Iran sous le régime de Saddam Hussein. Et parmi ces appareils de pointe, on trouve le fameux chasseur F-14, appareil qu'aucun des États occidentaux n'avait jusqu'à présent entre leurs mains. Doté d'une vitesse maximale à Mach 2.5, soit 2500 km/h, d'un radar dernière génération avec une portée de plus de 300 km, pouvant détecter jusqu'à 24 cibles en même temps, des ailes pivotantes pour modifier ses vitesses d'interception, le F-14 se distingue surtout par son excellente manœuvrabilité afin d'intercepter les appareils ennemis. Ah, juste une petite précision, le F-14 arborait le logo Tomcat chez les Américains, signifiant matou en français. Les Iraniens, quant à eux, donneront le surnom d'Alicat au F-14 pour donner une consonance orientale. Sans trop de conviction au final, ne me demanderez pas pourquoi. On assiste donc au résultat final de la lune de miel entre les États-Unis et l'Iran pour la production du F-14, l'enfant de ce lien diplomatique. Et comme cela arrive dans la plupart des couples, les dissonances vont commencer à s'exprimer au fur et à mesure du temps, car des manifestations viennent secouer le paysage iranien à l'intérieur du territoire. Attentats et manifestations secouent le pays, au point de forcer le Shah à l'exil et de quitter le territoire de l'Iran. Ce qui va avoir des conséquences non sans être drastiques. Une purge du commandement militaire avait été opérée par les révolutionnaires afin d'évincer tous les éléments suspectés de loin ou de près d'entretenir des relations avec l'ancien pouvoir impérial. La plupart des pilotes feront l'objet de condamnations par ces tribunaux, allant même jusqu'à l'exécution pour la plupart d'entre eux. Profitant de cette purge initiée dans le commandement iranien, les Irakiens lancent en 1980 l'invasion du territoire iranien, afin de s'emparer des puits de pétrole et de déstabiliser le gouvernement révolutionnaire en place. Et pour ne rien arranger, les États-Unis, fortement marqués par la prise des otages dans l'ambassade américaine en Iran, vont appliquer un embargo économique et militaire sur l'Iran, ce qui va l'empêcher de recevoir les pièces de rechange pour l'entretien de ces F-14. Et pour vous donner une idée, sur 80 appareils livrés à l'Iran, seuls 79 l'auront été. Le 80e sera conservé par l'US Navy. Il n'en demeure pas moins que les F-14 seront un très grand atout pour l'Iran, détruisant la plupart des jets irakiens qui survolaient le territoire iranien et protégeant le territoire des bombardements. Malgré la fourniture d'armes de pointe par les Occidentaux et l'URSS à l'Irak, l'Iran conservera la suprématie aérienne jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à la fin du conflit. Cette suprématie s'affaiblira pourtant au fil du temps. L'Irak commence à recevoir de nouveaux appareils, notamment les fameux Mirage F1, venus de France. Cela étant dit, parmi tous les chasseurs bombardiers engagés pendant la guerre, le F-14 fait figure de top modèle, avec plusieurs victoires recensées à son bénéfice.
D'après les chiffres qui nous sont rapportés, sur près de 100 victoires accumulées par l'Iran, près des 2/3 seront dus à l'emploi du F-14, que ce soit grâce aux missiles, aux radars emportés sur les appareils et en dépit de l'embargo mené par les Américains, qui empêchait la production et le transport de matériel pour l'entretien de ces mêmes F-14. Et à la fin du conflit en 1988, les conséquences continueront à produire leurs effets entre les États-Unis et l'Iran. Avec un embargo militaire qui continuera à s'appliquer jusqu'à nos jours, les États-Unis prendront la décision de décommissionner leurs F-14 dans les années 2000 et de détruire tous les composants et équipements de peur qu'ils ne se retrouvent aux mains de l'Iran, cherchant désespérément à mettre la main pour entretenir leurs appareils. Preuve est faite ainsi que les avions de chasse peuvent être de véritables instruments diplomatiques dans les relations internationales entre les États. Et encore aujourd'hui, avec les discussions en cours entre les différents pays alliés. C'était Satrape à la découverte des secrets d'Iran. À très bientôt.